Bonsoir à toutes et à tous, et on va commencer donc cette soirée qui est consacrée à un débat, au 7e débat public de la psychiatrie d'aujourd'hui et de demain, c'est ainsi qu'on s'est intitulé. Et bon, ce soir, donc, nous avons une question qui est les médicaments psychotropes, les psychotropes sont-ils le remède à la souffrance psychique? Alors évidemment, on peut se demander si la réponse n'est pas déjà dans la question. Je ne le pense pas. Par ailleurs, les psychotropes, c'est très vaste, et j'aurais envie de dire, il y en a évidemment qui contribuent à être des remèdes à la souffrance psychique. Je pense par exemple au lithium. J'ai 40 ans d'expérience de psychiatre. Je dois dire que j'ai vu le lithium jouer un rôle très décisif dans l'atténuation de la souffrance psychique. Pas lui tout seul, mais il a pris sa part. Je pense aussi à un neuroleptique un petit peu particulier, qui est la clozapine. J'ai vu certains patients, ceux qui n'ont pas, malheureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ceux qui n'ont pas les effets secondaires terribles de ce médicament, j'ai vu des améliorations spectaculaires chez des patients étiquetés schizophrènes. Donc moi, j'ai une position nuancée sur cette question, mais souvent on axe le problème sur les antidépresseurs. C'est vrai que les antidépresseurs, c'est un débat de longue date sur leur efficacité. On n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de faire des études, des contre-études, des méta-analyses. Et ce soir, nous avons donc trois spécialistes, trois experts, comme on dit, qui vont nous parler des psychotropes, de la pratique des psychotropes, ou qui se sont documentés sur le problème des psychotropes. Alors j'ai reçu, pas plus tard que cet après-midi, un tweet d'une collègue britannique, Joanna Moncrief, qui m'envoyait la dernière étude qui l'intéressait sur l'effet de l'escitalopram, qui est un antidépresseur, sur, en français on dit la phobie sociale. Bon. Alors, comme on n'a pas plus tout à fait le droit de faire des essais entre placebo et médication de façon aussi stricte qu'avant, il s'agit de deux lots de personnes qui reçoivent toutes le même médicament, qui reçoivent donc cet escitalopram. Et il y en a une, c'est overt, et l'autre, c'est covert. C'est-à-dire, il y a une, c'est en aveugle, et l'autre, c'est pas en aveugle. Et on leur dit, chez les gens chez qui on a dit que c'était un médicament, il y en a encore de l'eau, ceux à qui on dit c'est un médicament qu'on vous donne, et ceux à qui on donne le même médicament, on leur dit c'est un placebo. Et le résultat est spectaculaire. C'est-à-dire que quand on leur dit que c'est un placebo, l'effet est bien moindre, avec le même médicament, le même critère d'inclusion et je dirais le même dose. On a une différence colossale entre... Donc l'idée, évidemment, vous l'avez compris, c'est de montrer à quel point la suggestion, la préparation, la présentation du produit est décisive dans l'effet de cet antidépresseur. J'avais lu également une étude qui disait en Italie qu'on donnait, pour les hypnotiques, on donnait le même produit en couleur rouge, en couleur bleue ou en couleur jaune, en couleur rose ou en couleur bleue, voilà, j'y suis, en couleur bleue comme les garçons et les filles, couleur bleue et en couleur rose. Et alors, quand on donnait à la fois aux hommes et aux femmes, hein, c'était pas une séparation de genre. Et quand on donnait cet hypnotique en couleur bleue, ça marchait pour les femmes et ça ne marchait pas pour les hommes. Le même produit. Parce que les associations des hommes, c'était la squadra, l'équipe d'Italie, qui est en bleu. Donc ça les excitait. Ils avaient du mal à s'endormir. Alors que les femmes, c'était la Vierge
La Vierge Marie, c'était ça l'association, du coup c'était apaisant. Alors moi au début je me suis demandé si c'était un gag, pas du tout, c'était une étude qui avait été faite selon des critères tout à fait respectables. Voilà. Alors, on va entamer ce débat donc sur les psychotropes et je vais donc vous présenter les trois débatteurs de ce soir. Alors, je vais commencer par à ma gauche. À ma gauche, donc c'est Roger Langlais, qui est philosophe, journaliste d'investigation. Il est l'auteur de nombreux livres d'enquête en santé publique, outre des essais philosophiques et des investigations politico-financières. Son dernier ouvrage sur les médicaments psychotropes et les curés de masse, paru chez Actes Sud en mars 2019, donc récemment, jette un éclairage saisissant sur certains effets indésirables des benzodiazépines et des IRSS, favorisant des passages à l'acte suicidaire et ou meurtriers. Il est membre élu de la Société française d'histoire de la médecine, suite à la publication du livre « Lobbying et santé », quand certains industriels font pression contre l'intérêt général, et c'était il y a 10 ans, en 2009. Tout de suite, à ma droite, j'ai donc Claude Barazé, qui est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de l'Association psychanalytique de France. Il est même président de cette association. Il a travaillé dans plusieurs institutions et les 20 dernières années de sa pratique institutionnelle se situent à l'hôpital de jour René Capitan, dans le 5e arrondissement, où il a donc une pratique des psychotropes. Encore plus à droite, il n'y a aucune référence politique, bien entendu, il y a Bernard Audier. Alors, Bernard Audier, je vais me bloquer avec ça, peut-être. Voilà. Bernard Audier est psychiatre et psychanalyste. En particulier, il conduit les traitements par le psychodrame analytique. Il travaille à l'ASM13, où il a dirigé 20 ans la polyclinique du 13e. Il a une formation scientifique initiale qui l'a aidé dans la conception d'une méthode de description des états psychotiques chroniques, la COP13, recherche clinique qui s'est déroulée sur 15 années. Il a suffisamment inspiré confiance à ses collègues pour être pendant 2 ans président de la Fédération française de psychiatrie. Dans le débat qui va suivre, seul prescripteur des 3 orateurs, il accepte à l'avance d'être la cible des attaques visant le complexe médico-industriel connu sous le nom de Big Pharma. Voilà. Alors, maintenant, on va tirer au sort qui parle. Alors, vous connaissez à peu près le format. D'abord, les débatteurs parlent 15 minutes chacun, 15 minutes. Ensuite, ils peuvent reprendre, après avoir entendu les 2 autres, ils peuvent reprendre la parole pour compléter, tous les 3, un certain temps. Puis après, ce sera donc les questions de la salle, auxquelles chaque question, les 3, pourront répondre de façon à équilibrer le temps de parole. On va alors, pour le tirage au sort de l'ordre, je vais demander au hasard à une personne, si elle veut bien choisir entre ces 3. Voilà. Alors le premier, ce sera Monsieur Langlais qui va donc commencer. Ensuite, M. Barazé, et après Bernard Audier. Alors, Roger Langlais, c'est à vous la parole. 15 minutes, chronomètre, faisant foi, comme on dit. Bonsoir. Alors, merci beaucoup tout d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler d'une enquête que j'ai menée à peu près sur une année, sachant que sur d'autres ouvrages, j'avais déjà abordé les médicaments psychotropes. Donc cette année, j'ai publié les résultats de cette enquête qui s'appelle Psychotropes et tuerie de masse. Le titre est un peu rude, et c'est pourtant bien le sujet, c'est-à-dire que je me suis intéressé aux effets secondaires
pas aux effets premiers recherchés, mais aux effets secondaires d'un certain nombre de médicaments psychotropes, en remarquant que parmi ces effets secondaires, il y avait manifestement un rôle déterminant dans beaucoup de comportements consistant à tuer un beau jour un maximum de personnes et très souvent à se suicider ensuite ou à se suicider pendant l'acte meurtrier. Je pense en particulier aux pilotes de ligne. C'est devenu relativement fréquent. On pourra aborder les chiffres si vous voulez, mais c'est devenu assez fréquent. Des pilotes de ligne qui crachent leur avion avec tous les passagers à bord. Donc là, on est typiquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est cette notion, le meurtre-suicide. Les anthropologues auparavant, dont Marcel Mauss parlait d'amok. C'était une notion déjà connue pour désigner donc dans certaines ethnies tout à coup l'apparition d'une furie qui s'empare de quelqu'un et qui cherche à tuer un maximum de gens et qui se suicide. Donc la particularité, la grande particularité, c'est le meurtre-suicide. Et ce que j'ai découvert, c'est que, alors c'est pas une découverte fantastique, un certain nombre d'observateurs l'avaient déjà noté, c'est que le meurtre-suicide se multiplie dans le monde, dans quasiment tous les pays, en particulier aux États-Unis, mais on a aussi le cas en France et en Europe, de façon générale, en Inde, en Chine, en Russie, partout. Et du meurtre-suicide, c'est une multiplication assez incroyable, puisque à partir de, on va dire, de 2018-2019, dans certains pays, on arrive quasiment à un acte de ce genre par jour, en particulier aux États-Unis, ou alors des tentatives. Alors les fusillades de masse, ce qu'on appelle les fusillades de masse, qui ne sont pas forcément des tueries qui aboutissent, parce que parfois la personne, très souvent, même le plus souvent, on l'arrête avant qu'elle commette, ou pendant l'acte, et si elle n'atteint pas aujourd'hui au moins, si elle ne fait pas au moins 4 morts, alors on ne la répertorie pas dans les tueries de masse, dans les meurtres-suicides, mais dans ce qu'on appelle les fusillades. C'est une petite précision, mais c'est important, puisque donc, des gens confondent, et certains journalistes, même fusillade de masse et tuerie de masse. En sachant que les armes à feu, donc ce qu'on appelle les fusillades de masse, ne sont pas toujours utilisées. Le meurtre de masse, suivi d'un suicide, peut être commis avec un véhicule. Donc, on a parlé de l'avion, et hélas, c'est de plus en plus fréquent là aussi. Mais ça peut être avec son véhicule. On a un cas en France de gens qui tout à coup foncent sur une terrasse de restaurant, par exemple, et n'ont pas peur de leur propre mort, même, semble-t-il, la recherche, et cherchent visiblement à tuer un maximum de gens. Alors, il y a des caractéristiques communes que je vais énumérer de ces meurtres-suicides ou amok. Donc, la première, c'est la multiplication depuis quelques années, mais ça a commencé dans les années 80, doucement, dans les années 90, c'est bon, ça a monté de plus en plus, les années 2000, c'est devenu terrifiant, les années 2010, encore pire, et les 2 dernières années, c'est, si j'avais un PowerPoint, là, vous verriez la courbe qui monte tout à coup, c'est vraiment hallucinant. Bon. Donc la multiplication dans le monde entier, ça c'est une donnée. Autre caractéristique, le fait qu'il vise à tuer un grand nombre de personnes. Ça aussi, c'est original, on va dire, là, c'est tout à fait caractéristique. Le troisième, qui confirme le deuxième, c'est l'absence de mobile réfléchi. Les tueurs dont il s'agit là, ces gens ordinaires qui tout à coup se mettent à tuer alors qu'on ne s'y attendait pas, ils n'ont pas de casier judiciaire, c'est une autre caractéristique, ces tueurs sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est une caractéristique importante, hein, c'est vraiment le massacre sans mobile, en tout cas sans mobile rationnel, hein, qui pourrait évoquer. Autre grande caractéristique, absence de casier judiciaire, hein, donc on ne peut pas dire que c'est une culture de la délinquance, etc. Et puis, grande caractéristique, je l'ai évoqué au début, c'est le suicide, donc très fréquent, à l'issue ou pendant donc, le massacre. Certaines personnes donc, qui sont arrêtées pendant le massacre avant qu'elles se suicident demandent souvent la mort comme punition ensuite, hein, ils veulent mourir, et certains parviennent à se suicider en prison. Bon.
Alors un mot sur la caractéristique suicidaire. Lorsque le tueur commet son acte, bien qu'il ne soit pas capable de l'expliquer, donc, on a assez souvent une programmation, c'est-à-dire que ça peut être prémédité et très bien organisé, dans le détail. Bon, ce qui trouble beaucoup les juges, évidemment, ou l'opinion publique quand on s'en aperçoit. Si on prend le cas d'Andreas Lubitsch, hein, le fameux copilote qui a écrasé donc, son avion dans les Alpes françaises en 2015, avec tous les passagers à bord, on s'est aperçu après, en analysant les données sur son ordinateur, qu'il avait parfaitement prémédité le geste dans les moindres détails. Alors évidemment, s'il a prémédité, il y a eu conscience. Donc la monstruosité, à ce moment-là, apparaît encore plus grande. C'est les termes qu'on trouve d'ailleurs dans la presse ou dans les déclarations des ministres, les communiqués des autorités. La préméditation, ça suppose donc qu'une conscience a présidé à l'acte. Donc la monstruosité est d'autant plus grande, d'autant que c'est gratuit. L'acte est absolument gratuit. Donc ce qu'on voit à ce moment-là, c'est les gens et la presse elle-même donc être édifiés par l'idée qu'on puisse commettre ça délibérément. L'idée que l'état de conscience peut être différent et pas forcément si conscient que ça échappe encore. Quand il y a une préméditation, hein, on imagine vraiment que la raison était là, déterminante dans le comportement. Alors, je ne laisse pas planer le mystère de cette enquête. Ce qui apparaît très clairement, c'est que très souvent, une fois sur 3 à peu près, on découvre que le tueur de masse était médiqué avec des médicaments psychotropes, et là très précisément, de façon générale, c'est les benzodiazépines et les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Quand je dis 1 sur 3, il faut savoir que le secret médical, ou la discrétion en plus, font que on a du mal à reconstituer exactement à l'origine s'il y a eu consommation de médicaments psychotropes ou pas. 1 sur 3, c'est sûr, c'est à peu près ça. Mais les 2 que je ne comptabilise pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de données. Il n'y a toujours pas de registre des meurtres-suicides avec inscription, avec notification de la consommation des médicaments psychotropes. Bon, c'est une chose qu'on demande, qui paraît extrêmement importante pour prouver une fois pour toutes que là il y a une incidence de ces médicaments. On l'a pas, et donc c'est grâce aux enquêtes journalistiques en fait, c'est-à-dire auprès des policiers qui veulent bien parler, auprès de juges, auprès des médecins parfois aussi, ou auprès des parents bien sûr. Par exemple là, ce qui vient d'arriver à la préfecture de Paris, donc ce monsieur qui tue à coups de couteau ses collègues, donc on met beaucoup en avant le terrorisme, l'islamisme radical et tout ça, ça revient assez souvent d'ailleurs, sauf que tous les indices montrent là, il y a une concordance tout à fait édifiante, tous les indices montrent que l'état de démence pendant la nuit, les hallucinations auditives qu'il avait, l'inquiétude de sa femme qui appelle les collègues avant en disant « mon mari, ça va pas du tout, il a fait des crises démentes cette nuit, etc. J'ai peur qu'il se suicide », parce qu'il y avait des propos dans ce qu'il disait. Résultat, donc il a été tué avant qu'on sache s'il allait se suicider, mais en tout cas, moi je perçois, après un an de travail sur ces cas, là, un certain nombre d'indices qui laissent penser que, notamment l'état de dépression, et les symptômes laissent penser que on n'est pas seulement dans un cas d'idéologisation islamiste, on est dans un cas de quelqu'un qui était mentalement perturbé et qui prenait vraisemblablement des médicaments. C'est vraiment une supposition, on va dire, je laisse ça de côté. Donc je disais benzodiazépine et ICRS, donc ils jouent un grand rôle manifestement. On est dans une proportion, même en prenant le plus bas 1 sur 3, hein, on est déjà très au-dessus de ce que la moyenne des gens consomment, même s'il y en a beaucoup. On est, d'après ce que je sais, à peu près à 1 sur 10 hein, en termes de consommateurs dans la population générale, ce qui prouve d'ailleurs que, évidemment, ces médicaments ne fabriquent pas systématiquement des tueurs, heureusement.
Mais on est là dans une récurrence très très importante. Alors il y a d'autres corrélations, pas seulement cette corrélation mathématique qui semble éloquente à propos des meurtriers suicidaires qui prennent donc ces médicaments. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Il y a une corrélation historique en particulier, c'est-à-dire qu'on a l'explosion, on assiste à cette explosion de meurtres-suicides parallèlement à une explosion, on va dire, du marché des médicaments psychotropes. C'est peut-être une coïncidence, une corrélation mathématique, c'est pas encore donc une preuve. On a, depuis 2007, sur les notices de la plupart de ces médicaments, une énumération des effets secondaires, parmi lesquels on a idées suicidaires, ou accroissement des envies suicidaires, agressivité, hallucination, etc. Enfin, donc j'en fais toute la liste dans le bouquin. On commence à être dans une convergence là, des corrélations qui montrent que, de toute façon, on a réellement un problème. Et c'est depuis 2007 qu'on a cette indication sur les notices, à l'initiative de la FDA américaine, qui a obligé les firmes à indiquer ces effets secondaires. Les firmes n'avaient pas du tout envie de les mettre en avant, évidemment. Hélas, on ne lit pas assez les notices, et comme le rappelle l'Agence du médicament française, la NSM, sur son propre site, elle rappelle aux médecins qu'il faut lire les notices de médicaments pour avoir conscience des effets secondaires. Cette nécessité éprouvée par l'agence de le rappeler aux médecins, alors que ça semble aller de soi, montre, moi, ce que j'ai découvert aussi depuis de multiples enquêtes, c'est que très souvent, les médecins ont une conscience très relative des effets secondaires, les prescripteurs, en l'occurrence, j'ai envie de dire surtout, sans doute, les généralistes, puisque ces médicaments sont prescrits encore aujourd'hui par près de 80% des généralistes, qui n'ont pas de formation dans le domaine. Il y a d'autres corrélations qu'on peut mettre en avant. À l'arrivée, c'est vrai qu'au cours de cette enquête, j'ai acquis la certitude, et je ne suis pas le seul, tous ceux qui se sont penchés sérieusement sur ce problème notent une incidence importante donc, de ces médicaments. Alors, donc je vais aller vite, je vais zapper pas mal de pages. La presse et l'opinion publique et les autorités elles-mêmes communiquent, lorsqu'elles communiquent sur les raisons de ces actes, il y en a une quinzaine, énumère un certain nombre de ce qui seraient des motivations: déception amoureuse, jalousie, soucis financiers, difficultés professionnelles, difficultés scolaires, isolement, caractère taciturne, activité centrée sur les jeux vidéo de guerre ou de massacre, radicalisation islamiste, et on ne fait pas la part là, entre deux radicalisés islamistes, entre ceux qui prenaient ce type de médicaments et ceux qui n'en prenaient pas. Donc, oui. Et c'est évidemment un puzzle, j'insiste sur cette idée, c'est que le médicament à lui seul ne suffit pas à faire de nous un tueur de masse. Mais le puzzle, qui, entre les difficultés narcissiques, scolaires, les blessures, les vexations, etc., enfin la stigmatisation, on va dire, plus ou moins inconsciente, mais enfin qui est bien marquée, la dévalorisation de soi, et on a, c'est vrai, même les difficultés professionnelles. Je pense à Andreas Lubitsch, qui est vraiment un modèle, qui lui cumule absolument tous les facteurs. On a un puzzle infernal pour arriver à commettre un acte comme ça. Mais ce qui est remarquable, c'est quand on regarde les choses de près, et bien presque à chaque fois, quand on a accès à ces données, grâce aux confidences, eh bien, on a à chaque fois les médicaments psychotropes. Alors, pour aller à la conclusion, on reviendra après sur les problèmes de méthode et tout ça. Donc, je ne voudrais pas laisser l'impression d'avoir exagéré. Tout ça est très documenté. Il y a des rapports, il y a des études, et surtout aux États-Unis, évidemment, puisque quand même, une fusillade de masse par jour, ça marque la population, bien qu'on parle de nouvelles normalités américaines, ce qui fait que les médias ne couvrent plus l'essentiel des fusillades de masse. Il faut dépasser un certain nombre de morts pour que les médias y reviennent. C'est normalisé, c'est banalisé. Bon. Comme l'est d'ailleurs la consommation des médicaments psychotropes. Aux États-Unis, la chronicisation
alors que les agences rappellent qu'il ne faut pas chroniciser. La chronicisation de ces médicaments, elle est énorme. Dès l'âge de 12 ans, beaucoup d'Américains vivent sous psychotropes, sous médicaments psychotropes. Bon. Et donc, je finirai sur une formule un peu amusante, si c'est possible. Donc, ça ressemble à un trait d'humour noir, mais en fait, c'est une constatation réaliste. Ces effets secondaires, les meurtres-suicides, présentent une particularité historique. On n'a jamais vu ça. Une particularité historique, sans précédent. Donc, ils peuvent entraîner la mort du patient, mais aussi, et surtout, des morts massives chez ceux qui n'en ont pas consommé. Merci Roger Langlais. Donc maintenant, je vais passer la parole à Claude Barazé. Donc je dois ma présence ce soir sur cette estrade aux échanges que j'ai eus récemment avec Patrick Landman à propos de l'usage des psychotropes. Plus précisément à propos de l'usage des neuroleptiques. J'en profite d'ailleurs pour le remercier de la générosité avec laquelle il nous fait régulièrement partager sur son forum son exploration assidue de la littérature psychiatrique internationale, en particulier anglo-saxonne. Sans exclusive épistémique ou idéologique, chose suffisamment rare dans nos milieux pour qu'on le souligne. Je lui parlais donc des médicaments neuroleptiques, aujourd'hui dénommés de façon sans doute un peu abusive, antipsychotiques. Il est intéressant de noter ce glissement sémantique qui est allé de neuroleptique, terme proposé en 1958 par Delay, qui je crois signifie étymologiquement affaiblissement des nerfs, coupe les nerfs, voilà, à l'ambitieux projet de combattre les psychoses avec une molécule. Et tout dépend bien sûr de ce que l'on entend avec ce terme de psychose. Je confiais à Patrick Landman mon étonnement que ces médicaments, dont la prescription est en constante augmentation dans des indications de plus en plus larges, comme en témoignent les bases de données de l'assurance maladie, que ces médicaments ne fassent pas davantage débat. Pas seulement débat dans le cercle des psychiatres, mais plus largement débat de société. Car, à mon sens, ils le méritent. C'est-à-dire étonnamment que leur utilisation par la médecine mentale ne soit plus vraiment objet de controverses et de polémiques, comme ce fut le cas dans le passé. Mais à quoi ces remèdes, pour reprendre le terme choisi dans l'intitulé de la question, à quoi ces remèdes remédient-ils ? Un consensus tacite semble s'être installé sur leur usage, qui fait de ces produits un outil indispensable dans le traitement des troubles associés à tort ou à raison aux psychoses, mais aussi à un autre échelon, comme des outils essentiels dans la gestion sociale, dans la gestion collective de la folie, en réponse aux exigences contemporaines de sécurité, de normalité, d'intégration, de confort, de rentabilité, de scientificité. Et de fait, ces molécules sont la plupart du temps très efficaces pour réduire les délires, les hallucinations, les états d'agitation, les anxiétés schizoparanoïdes, voire les troubles de l'humeur, mais beaucoup moins sur les manifestations du négativisme psychotique. Mais la notion de traitement symptomatique est insuffisante pour rendre compte de leurs effets, car ils ne font pas que réduire ou effacer les symptômes. Ils créent de toutes pièces un état psychique et physique très particulier que l'on pourrait assimiler à une forme de maladie thérapeutique, un moindre mal par rapport aux manifestations paroxystiques des psychoses. Delay et Deniker, dans leur description Princeps, avaient résumé cet état particulier produit par ces molécules, ils avaient résumé dans une formule éloquente, par une formule éloquente, indifférence, passivité. Indifférence, passivité. Il se référait à la fin de ces années 50 aux effets de la première génération de ces produits, le Largactil, l'Aldol, etc., qui avait entre autres inconvénient de produire un tableau de ralentissement et de rigidité parkinsonienne, souvent très invalidant, affectant le corps mais aussi pétrifiant l'esprit. Les molécules plus récentes ne présentent pas de façon aussi marquée les mêmes effets neurologiques, ce qui les rend beaucoup mieux tolérées et plus facilement utilisables, mais elles présentent d'autres inconvénients métaboliques sur lesquels je ne m'attarde pas. Il n'en reste pas moins que leur usage dans des situations cliniques de plus en plus variées et les effets psychiques qu'ils génèrent méritent notre attention critique, aussi bien avec les adultes pour les adultes que pour les enfants. De la même façon, à leur sujet, la notion d'effet secondaire ou encore d'effet indésirable n'est pas évidente, car il n'est pas simple de tracer une ligne de partage nette entre les effets recherchés et ceux censés être indésirables. Par exemple,
cette sorte d'engourdissement du corps et de ralentissement de la motricité que leur action chimique produit, doit-il vraiment être considéré comme un effet indésirable ou au contraire faire partie intégrante de cette sorte de contention qui contribue à neutraliser le risque de passage à l'acte autant qu'à favoriser une forme de contenance des limites du corps en regard des angoisses schizoïdes de fragmentation et de dépersonnalisation. De même que l'appauvrissement de la vie psychique corrélatif de l'abrasion du délire et de l'angoisse doit-il être rangé du côté des effets recherchés ou des dégâts collatéraux? Durant les décennies qui ont suivi leur mise sur le marché au début des années 50, les neuroleptiques ont suscité d'intenses et passionnantes controverses qui coïncidaient avec l'intérêt intellectuel considérable que suscitait à cette époque le thème de la folie, bien au-delà de la sphère psychiatrique, chez les philosophes, les sociologues, les historiens, les psychanalystes. Je vous épargne les références que vous avez tous en tête. Était-il légitime d'étouffer si radicalement et durablement les manifestations de la déraison avec des molécules aux effets aussi puissants? Était-il légitime d'imposer par la pharmacologie une forme appauvrie de normalité comportementale au détriment de ce qui constituait la productivité psychique des expériences psychotiques, fussent-elles effrayantes, risquées et désorganisatrices? L'expression la plus extrême et la plus caricaturale de ces critiques à cette époque fut résumée dans la fameuse étiquette de camisole chimique qui leur a été collée par les tenants du mouvement antipsychiatrique. Critique sans doute autant injuste que caricaturale. Elle oubliait combien l'arrivée de ces remèdes avait transformé l'ambiance dans les services de psychiatrie, combien elle allait permettre des formes de prise en charge extra-hospitalière et psychothérapie des psychoses, jusqu'alors très aléatoires. Je vous renvoie aux travaux de Gladys Swain sur le sujet. Cette critique de la contention chimique de la folie s'inscrivait dans un contexte intellectuel qui faisait du symptôme, non pas la trace d'une pathologie organique, mais l'expression déguisée d'une vérité à déchiffrer dans le champ sociologique pour les uns, psychanalytique pour les autres. Effacer artificiellement les symptômes revenait donc à priver violemment et indûment le sujet d'une part essentielle de sa vie psychique au nom d'une exigence arbitraire de normalité et faire du psychiatre un fliquiatre, comme on disait à l'époque, au service d'un ordre répressif et normatif. Il faut d'autre part rappeler qu'à cette même époque, l'Occident découvrait les pratiques dites punitives de la psychiatrie soviétique, dans lesquelles les neuroleptiques permettaient de faire taire les dissidents, de réduire très efficacement leurs cris de protestation en manifestations de schizophrénie torpide, selon la classification des psychiatres russes au service de l'État soviétique. Latente. Torpide, latente, ou il y avait un autre terme encore. À cette même époque aussi, l'arrivée sur le marché des drogues psychédéliques laissait penser que la déraison, sous toutes ses formes, délire et hallucination, révélait chez chacun d'entre nous des potentialités créatives et jouissives inaccessibles à l'état normal, qu'il n'était pas non seulement pas question d'étouffer, mais au contraire de développer. Les termes de ce débat, avec ses dérives et ses excès, mais aussi ses pertinences, peuvent sembler aujourd'hui complètement oubliés, et on peut le regretter. Pour penser les souffrances psychotiques et apparentées, ce sont les explications organicistes qui ont le vent en poupe, et les causalités d'autre nature, essentiellement celles proposées par la psychanalyse, sont en net recul dans la réflexion psychiatrique. Les symptômes n'obéissent à aucune nécessité, ce ne sont rien de plus que des traces d'un désordre somatique qui doivent avant tout être réduites pour le confort de tous, sans hésitation ni état d'âme. Mais en pratique, il ne s'agit plus d'exclure, d'enfermer, d'opprimer la folie, mais de l'intégrer dans la cité, d'assurer aux malades une forme de quiétude tout en satisfaisant à certaines normes comportementales et prévenir les risques de passage à l'acte. Il s'agit de garantir un exercice efficace de la psychiatrie avec des praticiens débordés, des impératifs de résultats rapides, concrets, mesurables et standardisés, doublés d'un souci croissant de sécurité. À cela s'ajoute, à mon avis, une certaine désillusion contemporaine quant aux résultats des approches psychanalytiques des psychoses, perceptibles à travers certaines positions théoriques et certains discours théoriques et cliniques, marqués par une forme de pessimisme résigné qui contraste avec l'enthousiasme que l'on peut déceler chez les thérapeutes version années 70, tels que Harold Searles par exemple.
Mais peut-on vraiment affronter au long cours les épreuves qu'infligent aux thérapeutes le négativisme et l'immobilisme psychotique, ou bien encore les risques du transfert psychotique, sans une armature théorique qui soutienne le bien fondé et les espoirs de l'acte analytique? L'augmentation et l'expansion des prescriptions des neuroleptiques s'inscrit, à mon avis, dans ces coordonnées. Mais à quel prix? La psychiatrie contemporaine ne tendrait-elle pas à fabriquer des patients trop bien tranquillisés, formatés, normalisés? Des patients définitivement coupés des racines de ce qui les agitait au départ. C'est là qu'on retrouve la nécessité, à mon avis, de rétablir d'urgence les termes d'un débat contradictoire. Est-il si évident qu'il faille à tout prix effacer le délire, juguler l'angoisse, prévenir tout risque de rechute, maintenir les traitements en continu et à des doses conséquentes sur le long cours d'une existence? J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans un hôpital de jour pour jeunes adultes, certains étant manifestement psychotiques et d'autres plus énigmatiques dans l'expression à l'origine de leur mal-être. Un des avantages de l'hôpital de jour pour un psychiatre, c'est de fréquenter quotidiennement les patients à distance des phases aiguës et de pouvoir mesurer des évolutions psychiques subtiles, autorisant une modulation des traitements pharmacologiques, le plus souvent prescrits à l'extérieur, par des prescripteurs extérieurs. Or, j'ai été frappé par la réticence d'une majorité des prescripteurs, aujourd'hui, non seulement à accepter de réduire les doses quand cela paraissait opportun, mais aussi de concevoir la possibilité de traitement en discontinu, sans être trop effrayé par le risque de rechute. Desserrer de quelques crans la camisole chimique, est-ce que cela devrait forcément conduire à la catastrophe? Point d'interrogation. Des études rétrospectives semblent montrer que sur le long cours, les traitements neuroleptiques en continu, sans rechute, seraient plutôt de moins bons pronostics ou de plus mauvais pronostics que les discontinus avec rechute. Et pas seulement au plan du devenir cognitif. D'autre part, au fil des années, il m'a semblé rencontrer de moins en moins de patients présentant des formes de psychose telles que décrites classiquement dans les livres, et de plus en plus de jeunes gens, apparemment normaux, si j'ose dire, mais obstinément installés dans une forme de retrait, dans leur chambre, de préférence chez leurs parents, vivant via Internet une vie exclusivement virtuelle, parfois très agitée. Des hikikomori, comme on dit aujourd'hui. Forme de phobie globale et massive, dans lesquelles ces sujets semblent chercher à échapper à toutes les contraintes, les dangers et les promesses de la vie en société, tout en affichant une façade très normale. Ils sont intelligents, sympathiques et conscients du caractère anormal de leur conduite, et ils sont désolés. Le terme de désolé est une constante de leur discours. Désolés d'être ainsi, désolés de ne pas satisfaire aux espoirs de la médecine et aux espoirs de leurs parents, mais pour autant solidement installés dans leur réclusion, dans leur chambre, dans l'univers familial, vivant une vie parfois très intense, comme je disais, mais purement virtuelle, grâce aux possibilités offertes par Internet. Après avoir mis en échec, en général, les thérapeutiques offertes par la psychiatrie ambulatoire, qui s'était donné comme objectif de les remettre rapidement sur des rails, ils se retrouvent parfois en hôpital de jour, souvent avec un traitement très conséquent, associant des antidépresseurs, des thymorégulateurs et surtout des neuroleptiques aux vertus censées être désinhibitrices, mais qui m'ont semblé très souvent objectiver et renforcer le retrait, l'indifférence et la passivité. C'est sur ce point que je voudrais attirer l'attention. Les secondes et troisième générations de neuroleptiques, parce qu'ils sont beaucoup plus maniables que l'était l'aldol ou l'ergactile, sont de plus en plus utilisés pour traiter des manifestations cliniques chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune, qui ne coïncident pas plus du tout avec les tableaux classiques des psychoses. Ces formes contemporaines de retrait, de dépression atypique, de phobie sociale, d'apragmatisme, plus ou moins accompagnées de risques de passage à l'acte et entre autres suicidaires. Le recours aux neuroleptiques est fréquent mais discutable sur de longues périodes parce qu'il semble contribuer à couper trop radicalement ces patients de ce qui constituait sans doute le plus angoissant mais aussi le plus vivant de leur vie fantasmatique. Les neuroleptiques contribuent à renforcer l'indifférence, le retrait, l'immobilisme, la pétrification ou encore le vide psychique apparent. Il y a, me semble-t-il, une réflexion à développer sur les effets psychiques indésirables de ces molécules sur le long terme. Comment viennent-ils interférer sur le fonctionnement, la dynamique et la plasticité psychique? Bref, le médicament neuroleptique est un très puissant pharmacone, à la fois remède et poison pour la vie psychique, selon
comment on s'en sert et à qui on l'applique. Je vous remercie. Merci Claude Barazer. On va maintenant passer la parole au dernier débatteur de la soirée, qui est donc Bernard Audier. Bernard, à toi. Oui, ça marche, là, je crois. Oui, alors j'ai pris le titre de ce débat un petit peu au mot. Et je vais essayer de vous donner un témoignage, disons, de prescripteur, hein, tout en faisant des allers-retours entre des généralités et puis des témoignages plus directs de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait avec les patients. Je voudrais d'abord dire que pour moi, le rôle du médecin est assez complexe, depuis toujours. Le médecin doit, il y a des obligations déontologiques qui le guident là-dedans, il doit inspirer confiance. Il doit inspirer confiance et il doit aussi fabriquer de la croyance. Il doit fabriquer de la croyance chez ses patients, de la croyance dans l'efficacité de son action, de ses traitements. Il doit bien sûr soulager la souffrance, soigner la maladie, ça va de soi. Fabriquer de la croyance. Qui songerait à priver les patients de l'effet placebo? Est-ce que ça serait culturellement génial? On sait le faire. En introduction, Patrick n'a pas été loin de nous parler de ça. Une enquête ancienne m'avait beaucoup amusé, ancienne, des années 95. Les Allemands utilisent comme antidépresseur une plante, le millepertuis. Les Américains juraient à l'époque par la sertraline. Quand les Allemands organisaient un essai clinique qui comparait le millepertuis et la sertraline, c'était comme dans la chanson des frères Jacques, c'était le millepertuis qui gagnait. Et quand les Américains organisaient un essai qui comparait la sertraline au millepertuis, c'était la sertraline qui gagnait. Alors le NIH, sur fonds publics, j'en profite pour déplorer qu'en France, on ne consacre pas de fonds publics à l'évaluation de l'efficacité des médicaments, mais les Américains le font. Le NIH a conçu un essai clinique à 3 branches, sertraline, millepertuis, placebo. 3 branches en double aveugle. Ça commence à se compliquer pour les prescripteurs qui s'inscrivent dans l'essai. Quel était le résultat de cet essai? Eh bien, cet essai n'a pas départagé la sertraline et le millepertuis. Mais, l'efficacité de la sertraline, du millepertuis et du placebo avait diminué de 15%. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut casser l'effet placebo. Par exemple, en compliquant la tâche du prescripteur qui doit gérer un essai à 3 branches, etc. Donc, fabriquer de la croyance, c'est pas synonyme d'aliéner le patient. C'est aussi probablement faciliter le traitement et augmenter ses chances de réussir. Le terme de souffrance psychique qui est dans le titre, je pense que c'est un terme qui est important à commenter parce que Patrick a eu la charité de le dire, mais entre lui et moi, on a invité 7 collègues de Sainte-Anne pour tenir dans ce débat le rôle de celui qui défendrait les médicaments mordicus. Ils ont tous décliné. Mais c'est pas cette Robin que je veux souligner. Ce que je veux souligner, c'est que ce terme de souffrance psychique, il n'est pas sûr que ce soit le terrain sur lequel les collègues sont les plus fervents prosélytes des médicaments voudraient se situer. Ce terme de souffrance psychique est plus complexe qu'il n'y paraît. Lors d'un long dialogue avec Jacques Azoulay, un collègue dont j'ai été l'élève,
on avait, j'en ai fait un petit article à l'époque, on avait commenté la distinction entre douleur et souffrance. Je dirais que quand on est face à la souffrance psychique, je ne dis pas que la moitié du travail est déjà fait, mais presque. Je m'explique. En psychiatrie, la psychiatrie tout venant, on a affaire à des malades. Un philosophe espagnol, Lain Entralgo, indiquait que le premier travail du médecin, c'était de transformer le malade en patient. Et son deuxième travail, c'était de soigner le patient. Mais en psychiatrie, c'est particulièrement vrai. C'est massif. Toutes les problématiques plus ou moins formelles sur le consentement, l'absence de consentement, etc., tiennent à ça. Transformer le malade en patient, d'accord, mais c'est une sorte d'itinéraire qui comporte en quelque sorte sa didactique, et c'est la même didactique qui est impliquée dans le passage de la douleur à la souffrance. Entre avoir mal dans son coin et aller dire à quelqu'un « je souffre d'eux », il faut quand même se représenter très clairement le cheminement pas garanti d'avance, enfin, qui demande des conditions, un certain nombre de conditions. Et ce cheminement de la douleur à la souffrance, c'est donc un trajet qu'il faut accompagner, qu'il faut favoriser, qui demande en réalité la mise en jeu d'un grand nombre de facteurs culturels et sociaux pour que ce chemin soit fait. Et il suffit que vous réfléchissiez chacun de votre côté à la façon dont vous décidez de prendre rendez-vous chez le dentiste pour comprendre que c'est pas toujours automatique. Donc, souffrance, ben, c'est déjà ça, il y a déjà eu du boulot hein, de la part du patient, un travail psychique certainement, pour passer de la douleur, je souffre, j'ai mal, bon, un je souffre adressé à quelqu'un, et psychique, pareil, rebelote, psychique. C'est pas donné ça non plus, d'appeler ou de penser psychique sa souffrance. Quand l'INSEE fait des enquêtes décennales sur la morbidité déclarée, ben, dans les années 60-70, hein, les Français, en tête de gondole, il y avait la nervosité hein, de Funès, disons, comme prototype. Bon. Plus tard, les Français sont devenus plus déprimés, ils sont déclarés beaucoup plus déprimés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que psychique, c'est pas évident. Nervosité, c'est psychique ou c'est pas psychique? Une histoire de chasse. Un juge m'envoie un affreux joujou, la cinquantaine, prolo, alcoolique, qui avait battu sa femme. Les juges nous en envoient de plus en plus. Ce type m'explique, comme tous, hein, m'explique que sa femme ne l'en veut absolument pas, que d'ailleurs la nuit précédente ils ont fait une golo-golo, etc. Qu'elle lui a pardonné depuis longtemps. Bon. Il se nie comme méchant, quoi. C'est un méchant qui s'ignore, comme je dis. C'est une boule de nerfs. Une boule de nerfs. Un type qui était dans un état de tension musculaire, de nervosité. Son réflexe d'orientation était complètement désinhibé. Il y avait un moindre bruit sursauté, enfin, une nervosité phénoménale. Bon. Je lui prescris, sans lui expliquer pourquoi ni comment, à l'époque ça existait, de l'équanil. Il revient un mois après, il me dit « Je ne savais pas que j'étais nerveux. » Bingo. Bingo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas se raconter que les psychotropes auraient seulement comme effet, ou comme de traiter les maladies. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont un nombre de fonctions qu'il faudrait déployer plus tranquillement qu'en un quart d'heure, mais il y a une dimension de didactique émotionnelle qui s'appuie
beaucoup sur l'utilisation raisonnée, intelligente des psychotropes. Quand je travaille dans mon service avec les internes, j'observe que beaucoup d'entre eux ont tendance à modifier les doses de médicaments, un, dans le dos du patient, et deux, par toute petite dose en plus ou en moins pour pas qu'ils s'en rendent compte. Et alors, moi je leur dis, mais il ne faut pas du tout faire comme ça. Je leur dis, il faut multiplier la dose par deux en le disant aux patients et en attendant que ce soit un objet de dialogue entre eux et nous, ou diviser la dose par deux. Diviser aussi, on peut diminuer les doses. Et alors, à ce moment-là, le médicament devient autre chose qu'une prescription orientée simplement vers le traitement d'une maladie. Donc, pour moi, la dimension psychotrope au service d'une didactique de l'émotion, de la vie psychique, sont un outil qui a un très grand intérêt, en quelque sorte. Le médicament, à ce moment-là, il est manié, je dirais, en même temps par le médecin et son patient, et il est manié de façon à traiter le psychisme, la vie psychique plutôt, comme, disons, c'est l'hypothèse qui sous-tend la chose, un médium malléable. Hein. C'est-à-dire, vous avez une vie psychique, cette vie psychique, elle n'est pas un donné qui est un donné inaltérable et intangible, elle peut s'influencer. Qu'elle puisse s'influencer, c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup l'utilisation des médicaments. Vous avez certainement entendu dire que les Français consommaient beaucoup de benzodiazépines. Oui, c'est vrai. Les Français consomment beaucoup de benzodiazépines. Les médecins leur en prescrivent beaucoup. Comme psychiatre maintenant un peu âgé, je peux témoigner que j'ai vu se transformer les tableaux cliniques à l'entrée à l'hôpital psychiatrique. En particulier, j'ai vu disparaître les déliriums très minces. C'est pas rien, hein. On rigolait pas quand les malades faisaient des déliriums très minces. Pourquoi? Les complications de sevrage chez les alcooliques, elles ont diminué de fréquence d'une façon démente. D'ailleurs, il y a des internes qui, en 4 ans d'internat, ne voient jamais de délirium très mince. Pourquoi? Il y a eu un traitement de masse de la population française par les benzodiazépines, prescrit larga manu par les médecins, mais si on se réjouit aujourd'hui que les Français boivent 2 à 3 fois moins qu'en 1960, il faut quand même rapprocher les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas étudier la consommation des psychotropes indépendamment de la prise en considération, en particulier de la consommation d'alcool. Donc voilà, les psychotropes, moi je crois qu'il faut vraiment élargir le débat en considérant que ce n'est pas seulement des traitements individuels, personnalisés, dirigés par les médecins et destinés à la cure d'états psychiatriques identifiés. Non, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Je pense par exemple à ce qui a été évoqué à propos des généralistes qui prescrivent 80% des psychotropes. Alors le chiffre est juste. Je vous encourage à fréquenter le site qui est animé par le docteur Pesty, P-E-S-T-Y, qui est un site consacré à la question du surdiagnostic, de la surmédicalisation, et il y a un troisième terme qui à l'instant m'échappe. Ils font tous les ans un congrès à Bobigny. Je crois que ça doit être tout à fait passionnant. Je n'y ai jamais participé, mais ils publient leurs actes qu'on peut lire très facilement. Et je les ai parcourus, enfin j'ai lu la totalité des communications qui avaient été faites dans ces journées et qui étaient consacrées à la psy, comme on dit. J'ai lu un article génial. Une communication de généraliste. Ouais, d'accord. Communication de généraliste qui explique sur les antidépresseurs. Il fait une enquête chez 3-4 collègues, il confirme l'idée suivante.
Il dit, on nous explique qu'on ne prescrit pas les antidépresseurs à bon escient. Il dit, c'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je prescris les antidépresseurs, c'est un soin. Un soin. C'est génial. C'est génial. C'est-à-dire, ce type n'a reçu aucune formation clinique en psychiatrie, ou à peu près aucune, ni en psychothérapie. Il a des patients qu'il connaît très bien. Quand les patients vont moins bien, se dépriment, eh ben, il fait un soin, il donne un antidépresseur. Je crois que ça explique en quoi la question, disons, technique de l'utilisation des psychotropes est de très très loin subvertie par la pratique, disons, et un grand nombre de réalités qu'il faut prendre en compte. Merci Bernard. Je me souviens, tu m'as envoyé un article il n'y a pas longtemps où tu racontais une anecdote qui m'est arrivée, puisque une des premières fois que j'ai prescrit à un patient, j'ai mis mon propre nom sur l'ordonnance, et lui m'a fait un chèque à son propre nom. Donc il ne pouvait pas, moi je ne pouvais pas toucher la consultation, lui ne pouvait pas acheter les médicaments. Et puis une autre anecdote, j'ai un vendredi soir, à l'époque il n'y avait pas de portable, un type qui me dit qu'il va se suicider, qu'il refuse absolument l'hospitalisation. Il était vendredi soir comme ce soir, vers 19h, 19h30, c'était mon dernier patient. Son père s'était suicidé, j'avais toutes les craintes qu'il passe à l'acte. Je lui prescris, à l'époque il n'y avait pas d'IRSS, il y avait effectivement des tricycliques, et je lui prescris aussi quelque chose pour éviter l'angoisse. Je passe un week-end assez pénible, en ayant peur qu'il lui arrive quelque chose. Et le lundi, il revient en disant, j'ai été malade pendant tout le week-end, vous m'avez infligé une punition, ça m'a fait un grand bien, je vous assure, je vais beaucoup mieux. Comme quoi, c'est compliqué ces histoires de prescription. Alors, j'arrête là, je vais redonner la parole à Roger Langlais, qui a sûrement entendu ainsi Cuban, les deux autres débatteurs, si vous voulez compléter ce que vous vouliez dire, ou vous n'avez pas dit, ou vous voulez commenter. Alors, oui, du coup, j'ai pas pu aborder les solutions préconisées. C'est pas les solutions que j'invente, c'est celles qui me sont venues à l'idée, évidemment, en contrepoint de certains problèmes ou certaines sources d'accentuation de ces effets secondaires. La première chose dont je voulais parler, c'était l'amélioration des prescriptions. J'avais commencé à dire que, donc au-delà du fait que les généralistes prescrivent énormément, toujours pour revenir à mes tueurs de masse, on s'aperçoit que pour beaucoup de tueurs de masse, visiblement, la prescription, c'était devenu n'importe quoi. Enfin, c'était complètement hors ligne, hors cadre de toutes les recommandations des agences. Bon. Sans doute sous la pression du patient, peut-être sachant que sinon le patient va faire du nomadisme médical, il va aller en voir d'autres, et il va de toute façon consommer ce qu'il veut. N'empêche que beaucoup des prescriptions folles, j'appelle ça folles, c'est-à-dire absolument non conformes et de très loin aux limites qui sont données, sont derrière ces dérives comportementales après gravissimes. Bon. Il y a aussi le patient qui éventuellement multiplie donc les contacts avec les médecins. Andreas Lubitsch, le pilote dont on parlait, c'est aussi assez typique. On a retrouvé chez lui mais vraiment des monceaux d'ordonnances déchirées. Il avait été voir le mois précédent des dizaines de médecins. Enfin, vous voyez, on est vraiment là dans quelqu'un qui littéralement s'automédique à travers les ordonnances qu'il arrive à se faire prescrire. Donc là, on est quand même devant un problème de formation des médecins. Il semblerait quand même que les psychiatres, plus conscients, maîtrisant mieux l'art de la prescription de psychotropes, dérivent moins hors des indications et des posologies. Pour la population américaine, je vous disais, on en arrive à une consommation telle qu'elle est complètement banalisée et chronicisée, c'est-à-dire beaucoup dès l'âge de 12 ans, ensuite on sait que toute leur vie vont en prendre. Et ça n'émeut personne. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, devant la nécessité de recadrer tout ça, peut-être de supprimer la possibilité pour les généralistes,
ou ceux qui n'ont pas suivi de formation, parce qu'on peut imaginer même une formation des généralistes, au-delà des quelques heures qui sont imparties durant la formation à la psychologie, c'est rien que ça, mais il faudrait aussi à la pharmacologie, à la toxicopharmacologie. On sait aussi que la toxicologie industrielle, c'est une petite parenthèse, les médecins n'y sont absolument pas formés, malgré la recrudescence de cancers, de maladies neurodégénératives bien documentées par rapport à certaines causes, des toxiques, et en particulier des médicaments. Avec Marie Grossman, on avait écrit Menace sur nos neurones, et le sous-titre c'était Alzheimer, Parkinson, etc., et ceux qui en profitent. On a un profit extraordinaire à cette surmédicalisation, et malheureusement, un facteur déterminant de ces maladies, encore une fois, on est devant beaucoup de facteurs, mais c'est un des facteurs déterminants, c'est l'ingestion des médicaments neurotoxiques. Donc là, on a la possibilité vraiment d'intervenir, de recadrer les choses, et on diminuera les dérives. Il y a beaucoup d'autres solutions, mais peut-être que... Oui, effectivement, je suis un peu sceptique par rapport à votre position, qui, à mon avis, je sentais quand même une certaine hostilité de votre part à l'égard des psychotropes. Mais, si vous voulez, ce qui me... Par exemple, juste un exemple, quand vous parlez de tous ces avions qui se crachent, avec des pilotes mélancoliques, moi, j'aime pas... Je sais pas, il y en a combien, enfin, il y en a eu beaucoup? C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne du médicament qui a fait un rapport sur le sujet. Et le deuxième point, c'est, du point de vue logique, j'ai l'impression que vous avez l'air de dire que les corrélations, ce sont des relations de cause à effet. Non, justement, j'ai précisé que Ouais, mais... c'est la convergence, la multiplication des corrélations. Parce que, par exemple, effectivement, si vous preniez une corrélation entre les antidépresseurs et les tentatives de suicide, ou les suicides, effectivement, il y a une corrélation, puisque les antidépresseurs, ils sont prescrits majeurs, ils sont prescrits avant tout chez des gens qui sont mélancoliques et non, ce sont suicidaires. les effets paradoxaux indiqués sur les notices par les firmes elles-mêmes. On ne sait pas... Enfin, je vous avoue, j'étais très sceptique en vous écoutant. Par exemple, les histoires d'hallucinations auditives ou de délire, c'est pas du tout la même chose, effectivement, que la dépression. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que les neuroleptiques, par exemple, qui diminuent les hallucinations auditives, poussent au suicide ou au meurtre. Je pense que c'est plutôt l'absence à ce moment-là de médicaments neuroleptiques face à quelqu'un qui a des hallucinations. Parce qu'effectivement, des psychotiques obéissent. En général, ils obéissent à se tuer eux-mêmes. Ils obéissent à des voix. Mais à ce moment-là, effectivement, c'est la maladie qui pousse. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'ils en prennent ou qu'ils n'en prennent plus des neuroleptiques. C'est ça qui est un peu... C'est l'histoire de corrélation que vous... J'avais un peu de mal à vous suivre dans les corrélations. D'abord, dire à mon voisin Barazer que je suis tout à fait partisan, comme lui, d'envisager plus souvent qu'on ne le fait, de réduire les doses des médicaments. Certains malades, d'ailleurs, s'emploient à les réduire raisonnablement et puis me tiennent au courant de leur succès dans ce domaine. Le traitement discontinu, il faut savoir que les psychiatres américains considèrent qu'il est supérieur au traitement continu. Pourquoi? C'est parce que le traitement discontinu suppose la didactique dont j'ai parlé dans mon topo, en expliquant que pour choisir le traitement discontinu, il faut se mettre d'accord avec le patient sur un certain nombre de caractéristiques, de son mode de rechute, etc. De même, je partage tout à fait l'avis de Barazer sur l'appauvrissement de la pensée à propos des neuroleptiques. Quand on relit Lambert, par exemple, même de Nicker, même quand de Nicker dit des choses très subtiles sur les psychoses et leur réaction aux différents médicaments qui existaient à l'époque. Alors, mais bien sûr, c'est M. Langlais qui va attirer l'essentiel de mes commentaires. Moi, je suis pilote, donc je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de Germanwings. Mais je trouve que vous ratissez pas assez large. Germanwings, c'est une compagnie à bas coût, hein, comme on dit, hein, c'est low cost. Donc par exemple, Germanwings,
ils ont organisé le fait que jamais pilote et copilote se retrouvent ensemble dans la cabine de pilotage d'un avion. Ils ont cassé les binômes. Là, ils étaient ensemble. Hein. Mais la programmation du truc, c'est qu'Andreas Lubitsch avait profité d'un moment où le pilote était parti aux toilettes. On n'entend plus rien. Non, vous n'avez pas compris. Je me suis mal expliqué. Je reprends parce que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Une compagnie aérienne qui n'est pas low cost, elle peut choisir de favoriser le fait que pilote et copilote prennent des habitudes de coopération. C'est très important la coopération. Prennent des habitudes de coopération. Mais ça complique la gestion des navigants. Une compagnie low cost ne peut pas s'offrir le luxe de favoriser le fait qu'un pilote et un copilote se retrouvent souvent pour travailler ensemble avec la sécurité que ça représente. 1. 2. Germanwings ne se débrouillait pour que les pilotes ne se réunissent jamais entre eux. Pourquoi? Pour lutter contre ce qui s'est passé récemment avec la grève des pilotes d'une compagnie low cost, je ne me souviens plus laquelle. Donc ils cherchaient à casser dans l'œuf l'éventuelle coopération entre pilotes et la connaissance mutuelle entre pilotes. Or, par rapport au danger que représente, moi je vois ça dans mon service. J'ai un copain qui a fait une dépression parce que son divorce se passait affreusement mal. Heureusement, on le savait, on se connaissait, on a veillé sur ses patients sans lui dire, mais comme le lait sur le feu pour diminuer le risque que représentait pour eux le fait d'avoir un psychiatre qui était déprimé à ce moment-là. Bon, mais si entre pilotes, on casse tous les mécanismes qui permettraient d'assurer collectivement une certaine sécurité, bon, si vous voulez, il ne faut quand même pas incriminer bille en tête les médicaments dans des situations qui sont si exceptionnelles sur le plan de la psychodynamique du travail. Voilà. Donc moi je trouve que il faut élargir votre enquête puisque vous avez des capacités d'indignation importantes. Il faut l'élargir à d'autres motifs de se scandaliser que les psychotropes. Je propose que Roger Langlais réponde pendant 5 minutes et puis après on passera la parole à la salle parce que là il a quand même été mis sur la sellette, c'est normal que vous passez là. Oui, donc je vérifie que finalement, même en insistant sur la plurifactorialité comme je l'ai fait, on me ramène toujours à l'idée que j'exagère le facteur psychotrope. Donc je le répète, c'est un puzzle infernal, il y a beaucoup de pièces. Dieu merci, tous les médicaments psychotropes, enfin tous ceux qui en consomment ne deviennent pas des tueurs de masse. D'ailleurs, dans mon enquête, dans le livre, je le rappelle presque toutes les 2 pages, il y a une plurifactorialité, et ça vient s'insérer comme déterminant. Je n'ai pas d'ailleurs insisté là, dans ma présentation sur l'aspect des inhibitions entraînées par ces médicaments, qui est aussi un grand déterminant. Bon, mais il faut évidemment derrière tout un profil psychologique, toute une histoire, etc. Il faut les dégager mais simplement, les corrélations dont je parle, qui sont documentées, ce n'est pas une élucubration de journalistes, elles sont documentées, et les notices elles-mêmes, et l'histoire du signalement de ces effets secondaires sur les notices, montrent bien qu'il y a objectivement reconnaissance officielle, notamment de l'accentuation des envies suicidaires et de l'agressivité, donc ça c'est pas moi qui l'invite, c'est sur les notices. Je ne l'invente pas, simplement on ne les lit pas assez et on n'en prend pas suffisamment compte dans l'évaluation du rapport bénéfice-risque de ces médicaments. Voilà ce que je dis. D'ailleurs, j'ai rien dit sur est-ce qu'il faut continuer à en prendre, à les prescrire, etc. Simplement réguler, mettre de la cohérence, un suivi médical très précis qui globalement n'existe pas aujourd'hui. Et concernant les pilotes de ligne, je me réfère à des rapports qui ont été faits suite justement à la catastrophe au meurtre-suicide d'Andreas Lubitsch, et qui met en valeur l'extrême gravité de la situation aujourd'hui avec cette multiplication des amocs par les pilotes de ligne. Ils étaient 2 là, avec Andreas Lubitsch, il y avait le pilote et le copilote, et donc il avait réglé à un moment le système, il avait obligé le pilote à aller aux toilettes, mais au fond de l'avion. Pendant ce temps-là, il a verrouillé la porte, justement pour plus être avec le copilote. Et c'est ce qui lui a permis de crasher l'avion. Ça ne s'est pas fait en 2 secondes. On a encore les témoignages
puisque ça a été enregistré par la boîte noire, des hurlements et des coups de hache qu'essayait de donner le pilote pour rentrer à nouveau dans le cockpit. Suite à ça, les rapports, notamment le rapport français, qui a été déterminant, le rapport d'enquête sur cette aventure, a retracé l'historicité des différents crashs causés par des pilotes sous médicaments psychotropes, montrant la fréquence de plus en plus grande de ces meurtres-suicides, et préconisant en particulier la présence de 3 personnes à bord du cockpit en permanence. Ce qui a été refusé, très étonnamment, par le syndicat des pilotes, qui s'appelle Cockpit. Il y a une résistance extraordinaire, mais on est en train de généraliser aujourd'hui le système. Voilà. Bien, maintenant on va passer la parole à ceux qui la veulent. En fait, je voudrais rebondir sur Andreas Lubitsch, parce que j'ai eu accès à l'avis de la Société des psychiatres allemands concernant cette affaire-là. Je voudrais souligner quand même un point qui est important, qui est la dimension psychopathologique. On parle effectivement de souffrance psychique. Quand il s'agit de maladie, en l'occurrence, Andreas Lubitsch, et vous l'avez dit, était malade, il y avait une dimension psychopathologique qui était extrêmement grave chez lui. En l'occurrence, on parle ici de dépression, voire de mélancolie, mais on pourrait parler aussi de paranoïa. Je veux dire, dans ces histoires, le médicament n'est pas psychoconducteur, mais il y a une dimension psychopathologique à prendre en ligne de compte, surtout quand on est praticien et on voit l'accumulation des praticiens qui sont intervenus, qui ont eu effectivement les réponses, parfois pas tellement adaptées, autour de réponses simplement médicamenteuses, mais on renvoie aussi à Germain Wing qui n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait faire pour arrêter ce patient. Enfin, on arrive aussi à des problèmes de signalement, voilà, qui sont aussi d'une grande actualité. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voudrais introduire une dimension contextuelle dans cette histoire de souffrance psychique, parce que Bernard il y a fait allusion. Il y a la douleur et quand il y a la souffrance, bah c'est bien parce qu'il y a déjà le patient, enfin la personne qui attend quelque chose et que par rapport à ça, malheureusement, on peut pointer aussi l'histoire, ce qui existe sur le terrain, les dispositifs par rapport à cette demande qui vient s'exprimer en termes de souffrance et comment effectivement le seul interlocuteur qui soit parfois en première ligne, c'est le médecin et qu'il y a quelque part pas une démission, mais il n'y a pas suffisamment de dispositifs ou suffisamment de prise en compte de ce que la souffrance psychique veut dire. C'est-à-dire, là je fais simplement une allusion sociologique à la médicalisation de notre société et au fait qu'effectivement on veut médicaliser en médecine quand on est hospitalisé, ben on est triste, et ben on va vous demander de voir le psychiatre. Je dis ça parce que moi il m'arrive par exemple de prescrire le médicament à la demande de la famille. Je prescris à la famille, je suis thérapeute familial, il m'arrive d'avoir affaire à des familles qui m'amènent un patient et je prescris au patient pour soulager la famille parce que c'est ce que la famille demande, elle veut une normalisation. Donc tout ça pour dire et avoir votre avis sur cette normalisation de cette demande sociale qui est extrêmement puissante et de plus en plus puissante. C'est pas simplement la médicalisation, vous avez souligné ça, c'est la normalisation qui est en jeu ici. Je propose qu'il y ait plusieurs questions, puis après il y aura des commentaires ou des réponses d'autres questions. Oui, moi je suis frappé quand même dans les réponses des deux intervenants médecins par ce sentiment d'être attaqué par l'enquête de Bernard Langlais. Il ne s'en prend pas aux psychotropes. Il s'en prend à l'usage précisément social qui est fait de ces produits. Quand en 1997, puis en 2007, il y a eu 2 rapports, l'un fait par Edouard Zarifian, l'autre par un pharmacologue et un psychiatre, le rapport de, comment s'appelait-il déjà, ce couple Bégaud-Verdoux, il concluait aux mêmes choses. Surprescription, mauvaise prescription, mauvais usage des psychotropes. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Bégaud intervient régulièrement en public pour dire que rien n'a changé depuis son rapport. Autrement dit, les médecins, les psychiatres semblent impliqués dans une façon de prescrire, ce que vous décrivez très bien, qui ne tient compte que d'une logique. Alors, qu'on l'appelle psychopathologique ou
comme on veut, c'est la logique médicale. Il y a une maladie qu'il faut traiter avec des médicaments. Mais dès que l'on s'intéresse à la nature de cette maladie, qui est psychique, on rentre forcément dans un autre domaine, qui est celui de la subjectivité, aussi bien du prescripteur que celui du patient. Et cette subjectivité, je regrette qu'on ne lui ait pas donné plus de place dans le débat ce soir, la subjectivité, elle est abordée quand même par la psychanalyse. Et je suis entré en contact avec Roger Langlais au sujet justement de ce que nous entendons en tant que psychanalystes, non prescripteurs de médicaments, des fantasmes qui sont parfois d'une violence inouïe. Je lui avais raconté ce patient qui, venant me voir, me disait « Le temps d'arriver chez vous, j'imaginais qu'il y avait eu une bagarre avec des voyous en bas de chez vous et qu'il se bagarrait avec une Kalachnikov, qu'il y avait une balle qui avait ricoché sur votre plafond et que je rentrais dans votre cabinet, vous étiez mort, dans le sang. » Ça s'appelle un fantasme. Ça se travaille, ça s'examine, ça se parle entre un psychanalyste et son patient. Mais chez le médecin, ça se traite aux médicaments. C'est ce que vous avez dit. Et lorsque, effectivement, les conditions de travail sont difficiles, que ce soit dans les sociétés low cost ou que ce soit à France Télécom, de traiter avec des médicaments, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et bien pourtant, dépression au travail, burn-out, on met des diagnostics alors qu'il y a des dispositifs qui font souffrir psychiquement. On ne peut pas balayer d'un revers de main la souffrance psychique en disant oui, il y a souffrance, et puis psychique. Non, les psychanalystes, ils la prennent très au sérieux, la souffrance psychique. Et ils y sont confrontés tous les jours. Je répète, les fantasmes de meurtre, de mort, de violence, on les entend tous les jours. Mais on n'y répond pas par des médicaments. On y répond dans le cadre du transfert. Je sais pas, il suffit de relire Mélanie Klein, les fantasmes de mort, de dévoration, de tuerie, elles existent. Et moi j'ai l'impression, en lisant le travail de Roger Langlais, que les médicaments, dans certains cas, dans certaines circonstances très précises, il le dit bien, c'est un puzzle, lèvent les inhibitions et permettent l'accomplissement de ces fantasmes. Et là, je pense que s'il y a des préconisations à faire, ce serait d'un débat sérieux entre psychanalystes, prescripteurs de médicaments, psychiatres, institutions psychiatriques, CMPP, que sais-je encore, ce qu'on amorce dans notre livre sur ce qu'apportent les psychanalystes à la société française. Bref, un débat, une parole qui circule entre tous les spécialistes qui sont impliqués. En tout cas, moi, je remercie beaucoup Roger de son travail sur les psychotropes. J'aurais voulu discuter les interventions de Claude Barazer et Bernard Audier. D'abord, je voudrais remercier Bernard Audier de la subtilité du début de son intervention, qui me paraît très importante, du distinguo que tu opères entre la douleur et la souffrance. Ça me semble être quelque chose de très intéressant. Mais les deux interventions que vous avez faites, l'un et l'autre, se situent toutes les deux dans une contextualisation historique différente. L'exemple que tu donnes, Bernard, c'est l'exemple de l'alcoolisme tel qu'il s'exprimait, tel qu'on recevait ce type de patient il y a quelques années. Et dans les deux cas, celui de l'alcoolisme ou celui de l'ikikomori tel que Claude Barazer en parlait, dans les deux cas, il s'agit d'une forte implication sociale, une forte connotation sociale de la pathologie dont vous parlez. Donc dans les deux cas, il y a une forte connotation sociale. Dans le premier cas, évoqué la question de l'intoxication alcoolique, avec les effets sociaux qui peuvent en découler, ta prescription d'Equanil, médicament qui a disparu parce que semble-t-il, il a des effets secondaires qui seraient tout à fait catastrophiques. Enfin, on l'a quand même prescrit pendant une centaine d'années avant de s'en rendre compte. L'Equanil amène ce patient à revenir 3 jours plus tard ou la semaine d'après en te disant « J'ai compris,
une chose en prenant ce médicament, c'est que j'étais très nerveux, ce qui n'admettait pas au début. Ce passage-là possible entre la douleur et la souffrance, je pense que c'est ce que tu as voulu nous montrer. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire l'usage que tu fais des médicaments psychotropes, c'est un usage qui fonctionne sur la douleur des patients et non pas vraiment sur leur souffrance. Quand Claude parle par contre de l'hikikomori, et d'un certain nombre de jeunes gens qui flottent dans la vie sans trop savoir quoi faire, la question de la douleur n'est pas présente. Elle n'est pas présente. C'est la douleur sociale qui est présente, c'est la douleur des parents, c'est les difficultés à l'école, etc. C'est ce à quoi on est confronté, avec des enfants encombrés, désolés, disais-tu. Ils sont désolés du trouble qu'ils suscitent. Mais en fait, au fond, la prescription qui va être faite chez ces jeunes gens d'un certain nombre de produits dits antipsychotiques va se faire au titre de ce trouble social et non pas au titre, comme pour l'alcoolique, et non pas au titre d'une douleur. Douleur d'un côté, abrasion de la douleur de l'autre, puisque le sujet ne s'engage pas. Il y a quelque chose autour du non-engagement qui est très spécifique, qui est très particulier, je trouve, dans l'époque dans laquelle nous vivons. Chez un certain nombre de personnes, je ne dis pas, en tout cas chez ceux dont tu parlais, Claude. Et évidemment, à ce moment-là, les antipsychotiques qui sont prescrits à ces patients, à ces personnes, le sont de manière continue, tout simplement parce qu'en fait, au fond, il n'y a pas d'éléments qui permettent ni de les donner parce qu'il y a un moment pathologique clé, ni de les arrêter parce qu'en fait ça continue de la même manière. Je trouve qu'il y a là quelque chose, je trouve, d'un écart entre une prescription particulière qui agit sur la douleur comme tu le proposais, Bernard, et qui amènera le sujet peut-être à l'expression d'une souffrance d'un côté, mais de l'autre côté, là, plus tard, là, aujourd'hui, Claude évoque des sujets qui prennent des médicaments, et en fait, on ne sait pas pourquoi ils les prennent, si ce n'est qu'ils sont étiquetés par l'environnement social comme malades. Oui, Dominique. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prescription de médicaments sans soins psychothérapiques associés et institutionnels aussi dans certains des cas. Et ce qui me frappe, pour cette histoire de pilote, manifestement, il a eu des prescriptions dans tous les sens et il n'y a absolument pas eu une prise en charge psychothérapique ou hospitalière institutionnelle. Et donc, peut-être une des difficultés de notre travail qui serait de repérer l'imminence d'un passage à l'acte n'a pas été faite. Parce que sinon, je ne connais pas bien le cas, mais il aurait dû être hospitalisé. Hein? C'est ce qu'on appelait avant les suicides altruistes. Donc maintenant, peut-être que c'est tout à fait connu effectivement que lorsqu'on met sous antidépresseurs, on peut déclencher une désinhibition et des suicides. Mais à mon avis, c'est tous les gens qui travaillent en ne faisant pas qu'un travail de prescription, mais aussi un travail de repérage du risque de passage à l'acte, ça ne peut pas être fait que dans une logique médicamenteuse. C'est en ça où je vous rejoins. Une autre chose qui m'avait beaucoup frappée, je ne me souviens plus le nom de ce jeune adolescent qui avait fait une tuerie aux États-Unis, mais les seuls qui avaient repéré l'imminence du passage à l'acte, parce que c'est ça pour moi une des questions, c'est ces profs de français. Parce que ces profs de français avaient repéré que dans les dissertations qu'il avait rendues, il y avait un certain nombre de propos qui étaient inquiétants. Et ils en avaient fait part au lycée, où ils travaillaient, ou à la fac, je ne sais plus.
Ils en avaient fait part à leurs supérieurs hiérarchiques et c'est resté lettre morte. Donc pour moi, c'est plutôt que d'incriminer les psychotropes qui, c'est vrai, peuvent faire un passage à l'acte, peuvent inciter à un passage à l'acte, il faut repérer l'éminence du passage à l'acte. C'est très difficile. Si vous êtes en contact, moi je travaille avec des adolescents, je veux dire, essayez de comprendre à quel moment on doit faire hospitaliser en temps plein, je suis dans un hôpital de jour, augmenter les médicaments ou les descendre, c'est quelque chose d'une grande finesse, comme je le reconnaissais aussi chez Bernard Audier, qui est justement une clinique qui doit être à la fois psychopathologique et à la fois de contenance. Si on élimine ça, ce patient, pour moi, il n'a pas été pris en charge. C'est une dissémination et donc ça craque de tous les côtés. Le médecin du travail ne s'aperçoit pas qu'il doit plus piloter. Peut-être qu'effectivement, les collègues ne s'en aperçoivent pas non plus, puisqu'il n'y a plus de réunion, et il n'y a pas de prise en charge qui dit attention, celui-là, il est prêt à passer à l'acte. Déjà, c'est très difficile, mais en plus, quand il n'y a pas ce maillage, il n'y a plus ce maillage d'ailleurs, parce qu'on détruit beaucoup de choses en ce moment, eh bien, les psychotropes, les antidépresseurs peuvent devenir dangereux. Mais au fond, c'est l'alliance, je dirais, psychopathologie folle, éminence de passage à l'acte, médicaments qui sont pris sans aucune cohérence, qui font que, et plus médecine du travail qui ne se rend pas compte, plus le problème de ce low cost, qui font qu'il y a un passage à l'acte qui se fait. Et pour moi, ce n'est pas que les psychotropes en tous les cas. Je crois qu'il y a encore une question, oui, Jérémy, et après on laissera les débatteurs commenter ou répondre à vos questions. Je voulais juste dire que ici, tu fais allusion, c'est un étudiant d'origine vietnamienne, et il y a un très bon article de notre collègue Éric Laurent sur cette question. Il a travaillé le sujet, donc il explique que c'est effectivement les gens qui avaient accès à son écrit qui ont repéré à quel point il était malade, et les psychiatres et les psychologues qui l'ont testé ne l'ont pas vu. Oui, Jérémy Saint-Zel. Je voulais dire quelque chose par rapport à la prescription des psychotropes. C'est qu'en médecine, d'habitude, on a des descriptions de maladies et souvent, il y a des conduites à tenir qui sont définies par ce qu'on appelle les données actuelles de la science ou l'état du savoir. Donc, on définit certains symptômes, des tableaux, et on définit quel est le traitement le plus sûr. Alors, en médecine somatique, en gros, il faut utiliser le traitement recommandé, sauf allergie, sauf effets secondaires qui impliquent qu'on utilise un autre produit. On a tendance à suivre ce modèle-là en psychiatrie avec les psychotropes. Par exemple, Monsieur Langlais, effectivement, la règle, c'est que sur la notice des médicaments, on écrit tous les effets secondaires, même rares, même exceptionnels. Et en psychiatrie, on connaît bien cette idée du pharmacone que un même médicament anxiolytique peut au contraire déclencher des moments d'angoisse intense et puis avec des épisodes d'agitation et amnésie totale. Les antidépresseurs peuvent rendre plus triste et mener au suicide ou alors l'inverse. Enfin, c'est vraiment, on est à chaque fois sur la corde de raide. Ça, c'est aussi un des artefacts, je pense, du fait que par convention, la psychiatrie fait partie de la médecine et que à être perçue comme une spécialité médicale comme les autres, on a tendance à oublier les spécificités de la psychiatrie, notamment pour les psychotropes. Moi, je ne les prescris pas de la même manière en fonction du même tableau clinique. C'est-à-dire qu'il y a des patients pour lesquels je peux me permettre de ne pas prescrire de médicaments. Le dialogue est suffisamment bon. On arrive à trouver dans le transfert suffisamment de ressources pour ne pas en utiliser. Chez d'autres patients, au contraire, on doit l'utiliser à des doses normales ou des doses plus importantes. Ça ne dépend pas du tableau du patient, je dirais. Après, on arrive dans une époque aussi où, ça on le voit dans les congrès nationaux ou internationaux d'ailleurs, où l'industrie pharmaceutique se désengage de la psychiatrie, parce qu'on a entendu n'y gagne pas suffisamment d'argent. Alors du coup,
qu'est-ce qui va se passer? En fait, on le sait déjà, puisqu'il y a certains médicaments qui avaient été versés dans le domaine public et qui donnaient satisfaction. Je pensais par exemple au Barnétil, je pensais aussi au CEMAP, qui avait un neuroleptique de profil intéressant, parce qu'il se donnait par voie orale, et il avait une durée d'action d'1 semaine. Et il n'a pas été remplacé par un psychotrope équivalent depuis qu'il a été retiré du marché il y a à peu près 15 ans, je crois. Alors du coup, la question qui va se poser on va dire aux générations de psychiatres qui arrivent actuellement en fin de leurs études, ça va être: est-ce qu'on va avoir autant de psychotropes qu'avant? Je pense qu'on n'aura plus l'embarras du choix. Est-ce qu'on aura encore des psychotropes aussi, du fait que les effets secondaires, plus le temps passe, plus l'exigence de sécurité sanitaire se développe, moins les effets secondaires sont acceptables. Et donc il va y avoir mathématiquement de plus en plus de médicaments qui vont être considérés comme obsolètes. Alors, puisque l'industrie, en plus de ça, se désengage, est-ce que dans 10-15 ans, on aura encore des psychotropes finalement? Voilà. Bien, là, on a encore à peu près un quart d'heure, donc je propose là de laisser pendant quelques minutes les débatteurs commenter ou répondre, et après, peut-être 1 ou 2 questions. Alors, on fait dans l'ordre. Roger. Alors sur 2 questions, je vais réagir. Sur la place des psychothérapies, ça fait partie des préconisations qu'on a aujourd'hui pour les observateurs un peu mobilisés sur les abus de prescription ou de consommation et les dérives. C'est qu'on en arrive à une situation aujourd'hui où il n'y a plus de concurrence, c'est-à-dire que les psychothérapies n'étant pas remboursées, en gros, donc on a un déséquilibre aberrant, alors qu'on sait très bien que là où on donnait simplement des médicaments avec un suivi très relatif, une psychothérapie, mais vraiment s'imposait absolument. Donc le remboursement des psychothérapies, et je pense aussi aux activités qu'on peut appeler resocialisantes, puisque dans pas mal de cas, on a effectivement un isolement caractéristique du futur tueur. Très souvent, il y en a, c'est vrai, ils passaient 10 heures, certains même 15 heures sur leurs jeux vidéo, c'était leur seule relation au monde et à la société, qui consiste à massacrer le plus de personnes possible. Donc là, on est dans un des éléments du puzzle, il ne s'agit pas d'accuser que les jeux vidéo, mais quand on en arrive à 10 heures, 15 heures par jour, on sent bien qu'il y a un manque, et on voit bien l'isolement, c'est souvent signalé, et que des activités socialisantes, épanouissantes, ont un rôle fondamental à jouer. Et donc, les médicaments soient plus remboursés que les thérapies, et ça peut paraître effectivement aberrant. Sur l'intervention qui vient d'avoir lieu, de se soucier si les firmes vont encore mettre sur le marché autant de psychotropes demain qu'aujourd'hui, du fait de la sensibilisation, ça représente des sommes, je ne les ai plus exactement en tête, mais rien qu'en France, 5 milliards d'euros par an pour des prescriptions sans diagnostic. On voit bien, le chiffre, c'est absolument énorme. Et à l'échelle mondiale, et les calculs, d'ailleurs, sur les nouveaux psychotropes, notamment fabriqués à base de nano, où on élargit encore plus le marché, c'est absolument gigantesque. Là, il n'y a aucun risque, à mon sens, pour que... Donc ça, c'est des secteurs de recherche extrêmement porteurs, économiquement. Donc j'ai travaillé... Je vous renvoie à un livre que j'ai lu qui s'appelle Nanotoxique, où cette dimension pharmaceutique est énorme. Les firmes pharmaceutiques investissent aujourd'hui des milliards en escomptant un retour sur vente des médicaments avec nano. Et ainsi que le parapharmaceutique, c'est absolument énorme. À mon avis, il n'y a aucune crainte à avoir. Quelques réflexions. Je regrette un petit peu que la discussion se soit trop centrée sur les effets spectaculaires et tragiques des psychotropes. Parce que quand même, ça ne représente pas la majorité des problèmes. En revanche, il y a des problèmes avec les psychotropes. Pour moi, les problèmes, c'est que, par exemple, certains psychotropes contribuent probablement à tasser les patients, à effacer artificiellement l'angoisse, alors que l'angoisse est un moteur essentiel dans le changement psychique, à effacer les symptômes, parce que les symptômes sont les portes, les voies d'appel. Pour comprendre quelque chose, elle a dit psychique souvent.
c'est par le biais des symptômes. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y a des discussions à avoir sur les psychotropes, mais je crains que si on s'engage trop sur les côtés, disons, tragiques et spectaculaires de leurs effets, on passe à côté quand même de l'essentiel. Deuxième question, c'est dire les psychotropes. Ça, c'est un problème parce que quand même, quel rapport y a-t-il entre l'aldol et le Prozac? Aucun. Aucun. Pourtant, c'est des psychotropes. Donc parler de la même façon de l'aldol et du Prozac, c'est un problème. Troisièmement, est-ce qu'on peut discuter de tout ça sans faire des références structurelles? Névrose, psychose, perversion, mélancolie, éthanite, etc. Effectivement, l'histoire des fantasmes. Et bien sûr, il y a des fantasmes qui sont très impressionnants. Moi, j'ai entendu hier quelqu'un me dire, une jeune femme qui vient d'avoir un enfant, qu'elle avait le fantasme de le faire passer dans le vide ordure. Je ne me fais aucun souci. Non, je ne me fais aucun souci. Parce qu'elle n'est pas psychotique. Voilà. Donc, effectivement, les fantasmes, c'est pas les mêmes, enfin, c'est peut-être les mêmes, mais ils ne suscitent pas la même inquiétude, ni les mêmes réponses selon la structure. On ne peut pas discuter comme ça, en mettant au même niveau névrose, psychose, etc. Pour moi. D'autre part, effectivement, alors je me souviens, moi j'avais été très impressionné par les travaux de Searles sur la psychothérapie, dans les années 70, extraordinaires, des psychothérapeutes qui reçoivent 3 fois par semaine des patients schizophrènes et qui les allongent et qui les écoutent 50 minutes, etc. etc. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi ça n'existe plus? Moi, j'aurais aimé poser, j'ai rencontré une seule fois Searles, j'ai oublié de lui poser une question, j'aurais aimé lui poser, savoir si ces patients étaient sous neuroleptiques. Je pense qu'ils étaient sous neuroleptiques quand ils parlaient. Bien sûr. Je pense qu'ils les écoutaient et qu'ils revenaient 3 fois par semaine et qu'ils s'allongeaient, mais qu'il y avait un traitement neuroleptique qui permettait. Ceci dit, le négativisme psychotique est une des choses les plus difficiles à supporter au long cours pour un thérapeute. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, l'immobilisme, la pétrification, la répétition inlassable de tout ce qui pourrait évoquer le négativisme, la pulsion de mort, etc., c'est insupportable au long cours. Je comprends très bien qu'on reçoit quand on reçoit 20 patients psychotiques dans la journée, qu'on les reçoive 5 minutes et qu'on renouvelle l'ordonnance de neuroleptique. Parce qu'effectivement, probablement, c'est très difficile de faire autrement. Donc effectivement, je pense que les psychothérapies de patients psychotiques, c'est pas du tout la même chose que la psychanalyse des patients névrosés. C'est-à-dire que probablement, il y a des prescriptions complètement indues avec des patients dépressifs et névrosés, parce que ça coupe complètement toute la plasticité psychique, l'activité, la dynamique psychique. En revanche, avec les patients psychotiques, des psychothérapies sans neuroleptiques. Donc c'est ça qui est difficile dans la discussion quand elle atteint un niveau de généralité. Bernard, tu veux dire un mot peut-être? Ouais. Bon, un coup de gueule, tiens, pour vous changer un peu. En juillet dernier est sorti le décret qui définit le périmètre d'activité des infirmiers de pratique avancée. J'étais au ministère dans le groupe qui discutait le périmètre d'activité de ces IPA, on les appelle les IPA. J'ai combattu pour que les IPA n'aient pas le droit de renouveler les traitements psychotropes. Le décret de juillet 2019 autorise les infirmiers de pratique avancée à renouveler les traitements psychotropes. Ce soir, je ne vais pas donner tous les arguments que j'avais pour critiquer ça, mais en tout cas, je pense que quand j'écoute Barazer, on aurait été beaucoup à ne pas souhaiter une banalisation de la prescription des psychotropes. Elle est en marche. Et un des arguments les plus extraordinaires que j'ai entendu utiliser, c'était par un collègue psychiatre qui a dit «
Mais puisque les généralistes prescrivent n'importe comment les psychotropes, pourquoi les infirmiers de pratique avancée ne pourraient pas faire la même chose? Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui, question, Sandrine. J'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné du sujet du débat et que finalement, moi il m'avait semblé que la question c'était les médicaments ont-ils un effet? Quelle est la nature de cet effet? La nature qualitative, la nature aussi quantitative, puisqu'après tout, vous avez pu évoquer les placebos, c'est donc quantitativement, enfin, ça peut aussi se mesurer. Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir des effets? Est-ce qu'effectivement le transfert peut contribuer à avoir aussi un effet thérapeutique? Donc il y a aussi la question du contexte, à la fois de la prescription, du suivi que tu rappelais, Dominique, tout à l'heure. Effectivement, un médicament, c'est pas un médicament tout seul, hein, ça n'existe pas. Il y a un prescripteur et puis il y a un patient. Et donc il y a aussi les facteurs individuels à prendre en compte du patient lui-même qui va amener certains patients à souffrir d'effets paradoxaux. Et ça va être l'effet inverse que celui qui est habituellement observé par les médicaments. Donc moi j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu égaré autour du centre de la question, c'est-à-dire est-ce que les psychotropes sont-ils le remède, un remède, c'était pas la même chose non plus, à la souffrance psychique. Voilà, donc au total, est-ce que les médicaments, les psychotropes, est-ce qu'ils sont indispensables? Est-ce qu'ils sont à réserver à certaines indications ou au contraire à généraliser avec les excès? Mais voilà, quoi, je crois que c'est un petit peu ces questions-là que je voulais reposer pour recentrer autour du sujet. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut une dernière question? Je voulais juste dire qu'il y a des expériences qui ont été faites en Laponie pour ce qu'on appelle les bouffées délirantes aiguës, qui sont traitées avec un minimum, pratiquement jamais de neuroleptiques, parfois juste des anxiolytiques, mais alors qu'avec un personnel très, très, très contenant, un personnel très présent, et on s'est aperçu maintenant d'un recul de presque 20 ans, que ça donne des résultats bien supérieurs à la façon dont on traite actuellement les bouffées délirantes aiguës en général, c'est-à-dire, enfin, ça s'appelle plus comme ça, enfin, moi je continue à les appeler comme ça, avec une hospitalisation, une neuroleptique, etc. Et puis il y a des études très précises, effectivement, Claude Barazer y a fait allusion, et Bernard Rodi aussi, que la prescription discontinue est parfois beaucoup plus efficace, et il y a moins de récidives que la prescription continue des neuroleptiques. Bien, alors, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, oui, Sandrine, oui. C'est un mot à rajouter. Un petit mot. Alors, Sandrine, un dernier petit mot, et après j'ai juste en conclusion 2 choses à dire. C'était juste sur la question d'effet placebo, parce qu'on assimile l'effet placebo à la suggestion. Or, certaines études que je n'ai pas lues, moi précisément, montreraient que l'effet placebo a aussi, qu'il y a des liens quand même entre le corps, l'esprit, ce qu'on a tendance généralement à dissocier, et qu'il y a un véritable effet somatique dans l'effet placebo. Donc voilà. C'est très juste. Alors, oui, il y a une dame là qui veut. Je crois que je suis plutôt loin. Je ne vois pas. Bonsoir, Diane Soureau, je suis membre du réseau pour la psychanalyse à l'hôpital. Je voulais juste réagir à 2 choses qui ont été dites là il n'y a pas longtemps. La première par M. Langlais sur le remboursement des thérapies, à un moment qui a été évoqué. Je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres choses à envisager que d'être dans une logique de remboursement des psychothérapies, par exemple. Au RPH est mis en place une consultation publique de psychanalyse, où les psychanalystes, les psychothérapeutes reçoivent les gens en acceptant qu'ils payent en fonction de leurs moyens. Je pense que c'est des choses qui peuvent être aussi possibles et à réfléchir, et qui va dans une démarche pour réagir aussi à une autre remarque qui a été faite par le docteur Barazer par rapport justement à l'alliance et le travail qui peut être fait entre psychanalystes et médecins prescripteurs, qu'ils soient psychiatres ou médecins généralistes,
Et que je pense qu'il y a des psychanalystes, il y en a en tout cas, je le vois au RPH, qui reçoivent des patients et psychanalysants ou psychotiques, qui sont ou pas par ailleurs sous traitement, mais voilà, que c'est des choses qui se font. Donc je pense que c'est entre nous qu'on peut en effet échanger, dialoguer sur comment on peut faciliter ce travail entre nous, voilà, dans l'intérêt des patients que l'on reçoit. C'est vrai que quand il y a un problème, on peut chercher des solutions de type médicamenteuse, mais derrière les problèmes, il y a des questions. Et ces questions, ce n'est pas les médicaments qui vont les résoudre. Et donc il faut effectivement envisager d'autres. Alors, je vous donne rendez-vous le vendredi 22 novembre. Ça sera une très grosse journée, puisqu'on va présenter le livre « Ce que les psychanalystes apportent à la société », qui est un livre collectif, signé par l'ensemble des associations de psychanalystes. C'est un livre qui est issu d'un rapport qui est signé par l'ensemble, et ce sera à l'Assemblée nationale. Vous aurez retenez déjà le 22 novembre, ça sera dans l'après-midi, et le soir, nous serons ici de nouveau pour un débat sur la souffrance au travail, qui est un thème très intéressant, qui a été un petit peu évoqué, et qui est faut-il médicaliser la souffrance au travail? Nous avons déjà la participation du docteur Irigoyen, vous savez, qui est celle qui a promu le concept de harcèlement moral. Nous aurons, j'espère, je ne sais pas si j'ai pu le contacter. Non, je ne sais pas. Enfin bon, donc Christophe Dejour, et nous aurons Radija Lamradi, donc, qui est aussi une spécialiste de la souffrance au travail. Donc retenez bien le 22 novembre ici, à 20h, si ça vous intéresse, ce sera sur la souffrance au travail. Merci, et moi je propose d'applaudir les débatteurs qui ont parlé.